La superficie de la Terre est d'environ 510 millions de kilomètres carrés, et plus des 2 tiers de sa surface sont couverts d'eau. Malgré cela, la plupart des mers et des océans restent inexplorés. Les recherches scientifiques montrent que nous savons plus sur les mystères de la surface lunaire que sur les eaux de l'océan mondial. Il existe de nombreux témoignages sur l'apparition d'objets volants non identifiés ou ovnis dans le ciel, mais il y en a tout autant sur les soi-disant objets sous-marins non identifiés, OPNI, dans l'océan. Les OPNI sont des ovnis qui apparaissent à la surface de l'eau ou en dessous. En fait, les ovnis et les OPNI sont la même chose. Seul un ovni devient un OPNI lorsqu'il plonge dans l'eau. L'étude de cette classe insaisissable d'ovnis ouvre de nouveaux horizons. Il serait bon que les marins partagent leurs observations sur ces appareils. Construire un sous-marin à vitesse supersonique est tout à fait possible, et il existe des rapports selon lesquels l'Atlantide perdue pourrait être une base secrète d'OPNI. La légende de l'Atlantide repose sur la conviction qu'une telle base existe encore aujourd'hui. Les enregistrements du journal de bord de Christophe Colomb, réalisés en 1492, témoignent que les marins ont vu des objets non identifiés plonger et remonter dans l'obscurité. L'un des cas les plus célèbres est l'incident près des côtes de la Nouvelle-Écosse au Canada. La nuit du 4 octobre 1967, 67 ovnis flottaient au-dessus de la baie de Shag Harbor, qui se sont soudainement inclinés à 45 degrés et ont plongé sous l'eau, provoquant un fort éclaboussement et un bruit d'explosion. Les chercheurs assurent que des ovnis en profondeur continuent de parcourir les eaux inexplorées de la planète. La question se pose, les ovnis ont-ils vraiment visité la Terre ? Peut-être sont-ils encore ici, dans la mer. Le détroit de Santa Catalina, une section de l'océan Pacifique large de 40 km, sépare Los Angeles de l'île de Santa Catalina. Selon les scientifiques, à certains endroits, la profondeur de ce détroit cache de nombreux mystères. Leland Hanson, qui a capturé un objet volant non identifié depuis un hélicoptère au-dessus de l'île, affirme qu'il ne s'agit pas d'un modèle mais d'un objet authentique. Des rapports récents sur des objets sous-marins non identifiés qui apparaissent au-dessus du détroit et replongent ensuite ont suscité l'inquiétude des habitants et des scientifiques. C'est une zone d'activité active des ovnis. Un des témoins déclare « J'ai vu entre 200 et 300 ovnis au-dessus des montagnes, au-dessus de l'eau. C'est vraiment un point chaud. » Preston Dennett, auteur du livre « OVNI au-dessus de la Californie », étudie l'activité des ovnis dans cette région depuis presque 20 ans. Il se souvient que 14 juin 1992, une vague d'ovnis a déferlé au-dessus de la chaîne de montagnes de Santa Monica et les témoins ont compté plus de 200 objets. Ces objets émergeaient de l'eau, contrairement aux ovnis habituels qui passaient généralement dans le ciel comme des étoiles filantes. Ce soir-là, 14 juin 1992, à 22h24, presque 2 minutes durant, les eaux de l'océan Pacifique étaient illuminées par la lumière de centaines de disques qui émergeaient de l'eau en synchronisation. Comme dans d'autres témoignages concernant les OANI, ces appareils apparaissaient dans un silence total, suspendus au-dessus de l'eau, avant de s'élancer dans l'espace. Les témoins ont inondé les lignes téléphoniques de la police locale jusqu'à Malibu. L'enregistrement d'une conversation authentique avec le bureau du shérif de Lost Hills ce jour-là se déroule ainsi. Avez-vous déjà reçu des rapports étranges ? À propos de quoi ? À propos d'une étrange lueur. Lueur ? Oui. Que précisément avez-vous vu ? J'ai peur de le dire. Et si vous me preniez pour un fou, nous avons vu une lumière très brillante dans le ciel. Eh bien, nous n'avons pas entendu de bruit d'hélicoptère. Je vous jure, je n'ai jamais ressenti une telle peur de ma vie. Dennett rapporte également qu'un message a été envoyé à la garde côtière de Long Beach, qui a refusé d'ouvrir une enquête. Le phénomène de 1992 était déjà le deuxième à Los Angeles en 3 ans. Par un matin brumeux, 7 février 1989, des plongeurs, des sonars de navires et des personnes sur la côte ont remarqué un long objet sombre et non identifié à la surface de l'océan. Il est resté immobile pendant 1 minute et demie, puis a libéré une dizaine de petits objets se déplaçant rapidement. 1 minute plus tard, l'appareil est à nouveau descendu sous l'eau
Et le dernier signal du sonar a été enregistré plus au sud, dans le détroit de Santa Catalina. Après cela, tout a disparu. Près de la côte de Marina del Rey, de petits objets sous-marins non identifiés ont été observés, qui libéraient de temps en temps des appareils plus petits, d'un diamètre d'environ 5 mètres. Ces objets émergeaient à la surface de l'océan puis replongeaient. Si l'incident de 1947 à Roswell a suscité un intérêt mondial pour les soucoupes volantes, les événements sous Los Angeles sont devenus un point de départ pour l'étude des possibilités et des menaces liées aux soi-disant objets sous-marins non identifiés. L'océan mondial couvre 70% de la planète, et ses profondeurs cachent de nombreux mystères. Il existe une probabilité qu'une communauté entière d'êtres intelligents vivent profondément sous l'eau, où personne ne les dérange. Les ovnis sous-marins suscitent de l'intérêt, car ils savent des choses sur notre planète que nous ne savons pas. Une caractéristique unique des OANIS est leur capacité à se multiplier et à se diviser. Un de ces cas a été nommé l'incident de Golf Nuevo. Le 8 février 1960, une alerte a été déclarée dans la marine argentine. Les marins ont remarqué 2 sous-marins non identifiés et ont supposé qu'il s'agissait d'objets américains. Des objets sont apparus sur le sonar, qui ont soudainement lancé plusieurs soucoupes volantes. Le sonar les a détectés à une distance de 170 838 yards. 2 gigantesques sous-marins, remarqués par la marine argentine, se sont soudainement divisés en 6 objets sous-marins. Les Argentins n'ont pas pu les capturer ou les détruire, car ils se sont évaporés en un instant. Ce cas a attiré l'attention même des plus hauts dirigeants soviétiques. Le leader de l'Union soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev, était tellement intrigué par ce qui s'était passé qu'il a envoyé son attaché à Buenos Aires pour éclaircir les circonstances. Certains scientifiques affirmaient qu'il s'agissait de torpilles tirées depuis les sous-marins, mais d'autres contestaient, soulignant qu'en 1960, les sous-marins ne pouvaient pas tirer simultanément 6 torpilles ou plus. Le chercheur de l'Institut de recherche Ivan Sanderson, dans son livre « Les résidents invisibles », publié dans les années 70, a analysé pour la première fois le phénomène des objets non identifiés. Il mentionne une autre capacité étonnante des objets non identifiés. En mars 1963, à 150 km de Peorida Rica, des exercices des sous-marins américains avaient lieu. Soudain, l'un des sous-marins a dévié de son cap, remarquant un objet non identifié se déplaçant à une vitesse de 150 nœuds. Les sous-mariniers ont été frappés par la profondeur à laquelle ils se trouvaient. Selon les signaux acoustiques, l'objet, ayant une hélice, a été détecté à une profondeur de 6100 mètres, bien que la profondeur maximale de plongée des sous-marins ne dépassait pas 2000 mètres. Cela signifiait que l'objet dépassait les capacités techniques des sous-marins, tant à l'époque qu'aujourd'hui. Pendant presque 4 jours, l'objet a été suivi par les forces du groupe aéronaval. Le navire se déplaçait à une vitesse incroyable, mais s'arrêtait de temps en temps, permettant aux marins d'observer. Cet incident a été rapidement rapporté au quartier général de la flotte à Norfolk, Virginie. Cependant, aucune conclusion officielle sur les événements de ce jour-là n'a jamais été publiée. Après minuit, les marins ont perdu la trace des objets, et le sonar n'a plus rien pu détecter. Tout le monde restait dans le flou quant à ce qui pouvait se déplacer à une telle vitesse. De nombreux rapports sur des objets non identifiés émergents et plongeants ont été faits, mais aucune donnée technique n'existait. Au-dessus de la Terre, les gens ont vu des soucoupes volantes, tandis qu'en dessous de l'eau, elles n'étaient remarquées que par la marine, qui ne partageait pas ces découvertes. La marine des États-Unis a commencé à révéler les mystères des soucoupes volantes en lançant un énorme sondeur depuis le bord du navire militaire Norton Sound pour étudier plus avant les rayons cosmiques insaisissables dans l'océan Pacifique. Cependant, le mystère des soi-disant soucoupes volantes a rapidement été éclairci. Ces monstres, atteignant 30 mètres de diamètre à une altitude de 30 km, avaient été pris pour des soucoupes volantes. Selon les experts, les objets géants Turnits à haute altitude semblent plats, comme des assiettes. Le mystère est résolu, mais des rapports en provenance des 4 coins du monde continuaient d'affluer. Un autre événement extraordinaire, couvert par la presse mondiale, s'est produit le 11e novembre 1972. Un objet se déplaçant rapidement, ressemblant à un sous-marin, a été détecté par un sonar dans le fjord de Sogne.
au large de la côte ouest de la Norvège. Les marins militaires norvégiens ont mené une chasse pendant 2 semaines. Un groupe de porte-avions, équipé d'hélicoptères Subhunter, a été ciblé pour capturer cet objet. Le 20 novembre 1972 a marqué le premier contact visuel. L'objet sous-marin non identifié s'est présenté comme un appareil massif et silencieux en forme de cigare. Le navire militaire a immédiatement commencé à le bombarder avec des canons et à lancer des torpilles. L'objet était clairement visible à la surface depuis le bord du navire, mais a rapidement plongé. Il a alors été attaqué avec des bombes de profondeur, bien que, sur tous les paramètres, cela ressemblait à un sous-marin, aucun sonar n'a pu l'identifier comme tel. Après 2 semaines d'observation, le commandement a décidé de tendre un piège en bloquant la sortie du fjord. Ils ont barré le fjord pour que personne ne puisse s'échapper. Cependant, 14 à 15 jours plus tard, l'appareil a disparu, ce qui signifiait que les marins n'observaient pas un sous-marin, mais un objet sous-marin non identifié. L'histoire se transporte en 1492, lorsque Christophe Colomb et son équipage auraient été témoins d'un ONI s'élevant de l'océan Atlantique. Le 11e octobre, à 10h du soir, par une nuit calme et claire, Colomb et son équipage avançaient lentement à travers l'Atlantique. Dans le triangle des Bermudes, sous eux se trouvait une profondeur de presque 6,5 km. Soudain, une lumière céleste s'est répandue au fond de l'océan. À bord du navire Santa Maria, un marin du nom de Gutera a remarqué un objet s'élevant de l'eau. Il avait la forme d'un disque, et avec un éclat lumineux, quelque chose s'est soudainement échappé des profondeurs vers le ciel, terrifiant à mort les 120 personnes à bord des 3 navires de la flotte espagnole. Dans 5 heures, ils allaient d'ouvrir un nouveau monde. Christophe Colomb tenait un journal de bord, dans lequel l'événement décrit peut être interprété comme un phénomène d'ovni. Les marins auraient vu une lueur semblable à celle d'une bougie, émergeant à la surface puis replongeant sous l'eau. Cela ne pouvait en aucun cas être le feu d'un brasier, puisque la Terre n'était pas encore visible à l'horizon. Peut-être que l'incident de Saint-Péony n'est devenu qu'une légende. Le texte original du journal de bord de Colomb a été fourni pour la première fois à la chaîne Histoire par les archives de l'université Fordham, où se trouve une très rare copie manuscrite. Le phénomène du 11 octobre 1492 n'était pas isolé. Au cours de 2 mois de navigation, le journal de bord mentionnait régulièrement des étrangetés récurrentes, des silhouettes incompréhensibles dans le ciel, une lumière émanant de la mer. Les enregistrements du 10 septembre 1492 témoignent que l'équipage semblait avoir vu une tourterelle et une bergeronnette des ruisseaux, bien que ces oiseaux ne s'éloignent jamais à plus de 25 000 de la Terre. Les enregistrements du 11 septembre mentionnent un débris de mât provenant d'un navire d'un déplacement de 120 tonnes, mais il n'a pas pu être récupéré. Les enregistrements du 17 et du 20 septembre attestent que des étoiles ou d'autres astres inconnus se déplaçaient dans le ciel. Une étoile s'est détachée et s'est envolée quelque part, tandis que les rayons sont restés en place. L'enregistrement célèbre du 11 octobre décrit comment l'amiral a remarqué une lumière et a appelé Pedro Gutiérrez pour qu'il regarde dans cette direction. Pedro a également vu cette lumière qui, telle une bougie, plongeait dans l'eau. Est-il possible que les événements étranges qui ont marqué le voyage le plus célèbre de l'histoire aient été le résultat de l'observation de vaisseaux extraterrestres surveillant la flotte de Colomb ? Certains pensent que l'interprétation de l'enregistrement du journal de bord de Colomb ne révèle pas toute la vérité. Si Christophe Colomb avait vraiment vu un objet étrange émerger de l'eau, faire le tour de son navire, puis s'élever dans le ciel, aurait-il vraiment raconté cela à quelqu'un ? Peut-être qu'il aurait été immédiatement enfermé dans la cale, comme chez Malichon. Une des plus anciennes mentions d'objets sous-marins non identifiés date de 339 ans avant notre ère. Alexandre le Grand, ayant vu ce qu'il a appelé un bouclier brillant au-dessus de la rivière Gacara en Inde, a consacré les dernières années de sa vie à traquer des vaisseaux extraterrestres utilisant une cloche sous-marine, considérée comme le premier sous-marin au monde. De nombreux chercheurs pensent que les voyages sous-marins d'Alexandre avaient un objectif plus grandiose, la recherche de la conquête du royaume glissant, connu sous le nom d'Atlantide. La première mention de l'Atlantide se trouve dans les dialogues philosophiques de Platon, en particulier dans le Timée et le Critias. Selon la légende, les dieux, préoccupés par le comportement des habitants, décidèrent de détruire l'Atlantide.
En une nuit et un jour, elle fut anéantie par un tremblement de terre et plongea au fond de l'océan. À ce jour, les scientifiques émettent des hypothèses selon lesquelles l'Atlantide aurait pu être une base pour des objets sous-marins non identifiés. La légende de l'Atlantide est probablement fondée sur des informations perdues concernant une civilisation sous-marine secrète, supposément située en Méditerranée, un point d'observation pratique sur la civilisation humaine et les routes maritimes depuis la Petite Asie, Rome et Athènes. La Méditerranée était le berceau de la culture antique, et les marchands phéniciens circulaient entre le Proche-Orient et la Grèce. S'il existait une communauté d'extraterrestres ou d'habitants autochtones de la Terre qui souhaitaient offrir à l'humanité un mythe, elle aurait tout à fait pu être basée sur un objet sous-marin dans cette région. Bien qu'il soit incertain si Platon faisait référence précisément à des objets sous-marins non identifiés, beaucoup croient que l'Atlantide a réellement existé et se trouve quelque part dans l'Atlantique, enseveli sous une épaisseur d'eau. Cependant, le premier rapport sur des objets non identifiés dans l'océan ne provient pas de l'ancienne Athènes. Les scientifiques estiment que les anciens Égyptiens les ont capturés dans leurs dessins. Dans le temple de l'ancienne ville égyptienne d'Abydos, un sous-marin était représenté, et un autre dessin ressemble de manière étonnante à un hélicoptère. La question demeure, d'où les anciens Égyptiens pouvaient-ils avoir connaissance de tels appareils? Un des premiers phénomènes européens remonte au XIe siècle en Angleterre. Sur le site de l'explorateur Carl Feint, on peut trouver des données sur un cas de 1060, lorsque les habitants de la campagne remarquèrent une lumière brillante dans le ciel. D'abord, elle descendit sur terre, illuminant les environs, puis remonta, plana sur la mer et plongea. Carl Feint, qui étudie le phénomène des objets sous-marins non identifiés depuis presque 10 ans, tient un archive de 900 phénomènes modernes et historiques sur son site web waterufo.net. Selon ces informations, l'un des premiers cas au XXe siècle a été détaillé dans le Philadelphia Inquirer du 1er août 1904. Le cargo britannique Magician, se dirigeant vers Philadelphie, selon le journal, était enveloppé dans un étrange nuage de vapeur métallique qui brillait comme du phosphore. Cependant, comme l'a découvert Feint, l'incident s'est avéré bien plus impressionnant que ce qui avait été écrit dans le journal. Selon le capitaine et l'équipage, un objet étrange est apparu à la surface de l'océan, qui n'était pas une météorite, mais quelque chose qui glissait sur l'eau. Lorsque l'objet s'est approché de très près le capitaine a essayé de distraire l'équipage pour éviter la panique. Cependant, étant à l'intérieur d'un nuage, le navire ne pouvait pas bouger. Ensuite, l'Inquirer rapporte que pendant l'incident, l'aiguille de la boussole à bord tournait à la vitesse d'un moteur électrique. Et les marins ne pouvaient pas détacher leurs yeux des ponts magnétiques. Le journal cite le capitaine qui affirme que tout l'équipage peut garantir la véracité de ces informations. Le cas le plus surprenant et incroyable, selon les scientifiques, est celui de l'année 1967 au Canada. Shag Harbor est sans doute le phénomène documentaire le plus significatif concernant les objets sous-marins non identifiés. Un objet volant a nagé sous l'eau d'un point à un autre, puis un second s'est joint à lui. Cette année, nous visiterons Shag Harbor à l'occasion du 38e anniversaire de cet événement sans précédent. Le 4 octobre 1967, quelque part à 20h40, une lumière est apparue sur l'eau juste à côté de moi. La nuit du 4 octobre 1967 est entrée dans l'histoire comme la nuit d'Anne-Laure et l'incident de Shag Harbor est devenu un symbole éclatant des événements de cette soirée. Crystal et Don Ledger, qui ont consacré les dernières décennies à enquêter sur l'incident, notent qu'à l'époque, tous les journaux canadiens en parlaient activement, mais avec le temps, il a été quelque peu oublié. Le livre de Styles et Ledger L'objet sombre a de nouveau attiré l'attention sur cet épisode, éclairant d'un nouveau jour les événements de cette nuit-là et des semaines suivantes. L'incident de Shag Harbor se distinguait parmi d'autres phénomènes d'OVNI, car c'est ici qu'un objet, descendu du ciel, s'est immergé dans l'eau, provoquant un bruit et un éclaboussement grandiose. Il est intéressant de noter que personne n'a signalé d'OVNI. Des appels à la station de la Gendarmerie royale du Canada ont peut-être été reçus, mais les appelants parlaient seulement de la lumière qui pouvait provenir d'un avion tombé à la mer. Tout le monde était préoccupé par le sauvetage des personnes et personne n'a pensé à un OVNI.
Un des témoins se souvient: Maintenant, je ne suis pas du tout surpris par ce que j'ai vu dans le ciel, car cette nuit-là, des gens à travers la Nouvelle-Écosse ont remarqué des ovnis. Il désigne l'endroit où, 38 ans auparavant, une foule s'était rassemblée pour savoir ce qui s'était passé. Chaque année, ce jour-là, Ledger et Styles se rendent à Shag Harbor et rencontrent Norm Smith, le troisième des témoins survivants. Voyez cette petite île là-bas? C'est exactement là que tout s'est passé. C'est là que nous avons vu la lumière dans l'eau, dit-il en désignant le lieu de l'incident. Nous étions 3 à nous tenir sur la pelouse et à regarder les lumières. Tout à coup, elles se mirent à bouger et semblaient se diriger droit vers nous. Nous avons pensé qu'un avion était en train de s'écraser. Dans la précipitation, ils sautèrent dans la voiture de l'oncle et filèrent vers l'endroit où poussait la mousse irlandaise. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà une 10 à 12 personnes là-bas. Nous avons observé les lumières pendant 2 ou 3 minutes, puis elles ont disparu. De minuit le 4 octobre jusqu'à 3 heures du matin, les officiers de la gendarmerie royale canadienne, observant l'incident depuis la côte, fouillaient la surface de l'eau en bateau, aidés par des pêcheurs locaux, y compris Norm Smith. Le vendredi 6 octobre, vers midi, des plongeurs en provenance d'Halifax arrivèrent et menèrent des recherches tout au long du week-end. Le lundi, à Ottawa, les recherches furent officiellement déclarées terminées avec une annonce indiquant qu'il s'agissait d'un objet volant non identifié. Dans le communiqué gouvernemental, il était mentionné que l'objet se déplaçait du sud vers le nord le long de la côte de la Nouvelle-Écosse, qu'il s'était immobilisé à un endroit. Puis, vers 23h20, il avait plongé dans l'eau à un angle de 45 degrés, à 300 mètres de la côte. Là-bas, juste derrière moi, près de l'île de Baume-Portage, nous avons vu des lumières, ajoute le témoin. Lorsque les officiers de la gendarmerie royale canadienne arrivèrent sur la côte, le long de l'ancienne route numéro 3, l'objet se déplaçait encore à la surface de l'eau, laissant derrière lui une traînée de mousse jaune épaisse. La semaine suivante, l'histoire prit des tournures encore plus mystérieuses lorsque l'incident fut rapporté en première page de tous les journaux canadiens. Comme le notent Ledger et Styles dans leur livre, quelques jours avant l'annonce officielle que cette affaire relevait des phénomènes ovnis, un second appareil entra dans les eaux de la Nouvelle-Écosse pour rejoindre le premier. Ensuite, à une vitesse d'environ 7000 km à l'heure, il traversa le nord du Nouveau-Brunswick, survola la baie de Fundy et plongea dans l'eau. Les autorités savaient déjà que l'objet n'était plus là, car il avait nagé sous l'eau et s'était enfoncé au fond, où il resta presque une semaine. Plus tard, il se déplaça vers la baie de Maine avec l'aide d'un second vaisseau qui apparemment l'aidait à se réparer. Après cela, les 2 objets émergèrent de l'eau et volèrent au-dessus de la baie de Maine. Il est intéressant de noter que des gens ont également vu une seconde apparition. 2 types de lumière, jaune et orange, émergèrent de l'eau et s'envolèrent, laissant derrière elles de nombreuses questions. Les événements survenus le 4 octobre 1967 suscitent encore des débats et les recherches se poursuivent. Il existe de nombreux documents confirmant la version de l'accident OVNI à Shag Harbor. Selon les données de l'enquête préliminaire, l'objet n'était ni une fusée, ni un avion s'étant écrasé, ni aucun appareil connu. Un des témoins de l'époque partage ses souvenirs. À l'époque, il y a plus de 30 ans, je ne savais pas ce que c'était, un ovni ou non, mais personne ne me convaincra qu'il n'y avait rien là-bas, parce que c'était là. Ensuite, le programme présente la première vidéo, qui a peut-être capturé l'apparition d'un objet sous-marin non identifié depuis le lac Laguna Cartagena à Porto Rico. Les objets se déplacent vers le lac, attirant l'attention des scientifiques. Des chercheurs de l'Université de Californie affirment que la vitesse supersonique des ovnis sous-marins est non seulement scientifiquement possible, mais aussi très probable. La région autour de Porto Rico a une riche histoire d'observation d'ovnis, étant au centre des discussions, car elle représente l'extrémité sud du mystérieux triangle des Bermudes. Porto Rico est considéré comme un point chaud pour les ovnis, où leurs activités s'inscrivent dans un schéma général d'observation. Les membres du groupe ufologique portoricain, le projet Argus, ont accepté de montrer des sites liés aux ovnis. Les autorités de Cartagena gardant les nouvelles sur les ovnis secrètes, bien que depuis 1930, des centaines d'objets volants non identifiés aient été observés sur les rives et dans les eaux du lac Cartagena. Le 8 octobre 2002, vers 9h du soir,
Un officier de la police portoricaine et membre du projet Argus a été témoin d'un ovni rouge lumineux sortant des eaux du lac Laguna Cartagena à une vitesse inimaginable, puis s'est arrêté et a plané au-dessus de l'eau. Il se souvient: j'ai vu l'objet planer au-dessus du lac Laguna Cartagena. Des militaires ont également été témoins de l'incident. L'objet s'est éloigné, revenant bientôt du côté de Monte Indio et planant au-dessus du lac avant de replonger dans l'eau. Un autre participant du projet Argus en 2004 a pu filmer le même objet avec une caméra. Il raconte: j'ai filmé le 20 novembre 2004 à proximité du lac Laguna Cartagena. C'était le premier matériel vidéo montrant un ovni au-dessus du lac mystérieux. Un aéronef brillamment éclairé est apparu de l'eau et a plané au-dessus du lac pendant presque 1 minute avant de s'envoler. Au milieu des années 90, des tentatives ont été faites pour réfuter l'activité des ovnis, malgré le fait que des centaines de témoins aient observé des lumières apparaissant et disparaissant dans le lac. Ces observations ont été enregistrées à travers tout Porto Rico, notamment dans des endroits comme le lac Laguna Cartagena et la route 303. La région de Lajos, par laquelle passe la route 303, est également devenue un point important d'activité des ovnis et des OANI. Il est probable qu'après le crash de 1997 sur le Monte Indio, des questions non résolues demeurent. Le 5 mai 1997, un ovni s'est écrasé ici, laissant derrière lui un vaste espace brûlé au sommet de la montagne. Cette nuit-là, des agents fédéraux sont arrivés sur les lieux et ont trouvé quelque chose. Qui sait, peut-être s'agissait-il d'un ovni. Après l'incident de 1997, les autorités locales ont commencé à prendre plus au sérieux les rapports concernant les ovnis et les OAN. Le maire de la ville de La Gesse, lors d'un discours récent, a qualifié la route 303 de route OAN, soulignant son importance. Cependant, les événements actuels liés au OAN suscitent un intérêt encore plus grand chez les experts. Au-dessus des collines de l'Age, un mystérieux ballon gouvernemental s'élève de temps à autre, prétendument pour surveiller les mouvements et prédire la météo. Cependant, les partisans des OAN sont convaincus qu'il remplit une mission cachée: surveiller et enregistrer l'activité des OAN. Dans les archives, il existe un document gouvernemental concernant une enquête secrète sur l'apparition d'OAN sous l'eau qui affirme qu'ils ne représentent pas une menace pour les humains. Le nombre de rapports concernant des objets sous-marins non identifiés sur cette petite île suggère que dans les eaux profondes sous l'extrémité sud du triangle des Bermudes, il ne se cache pas seulement des OAN. Des spécialistes du monde entier estiment que ces objets pourraient servir de couverture pour une base principale des OAN, située quelque part entre La Baguera et Cabarroja. Cette base se trouve à grande profondeur et s'étend jusqu'au lac Lagune Cartagena. Il est probable que les OAN émergent à un endroit et plongent à un autre, car ils possèdent des bases sous-marines. Cependant, la question se pose: est-il possible que tous ces événements puissent être expliqués uniquement par le mysticisme local et l'influence du triangle des Bermudes? La plupart des habitants, bien qu'ils discutent de la Chupacabra et du triangle des Bermudes, ne croient en réalité pas à ces absurdités. Ou peut-être y a-t-il quelque chose de plus derrière tout cela? Le phénomène des OAN à Porto Rico est un fait indéniable, comme en témoigne le grand nombre de témoins. L'un d'eux déclare: on ne peut pas ne pas y croire. Je pense que le phénomène des OAN est réel. Ici, à Porto Rico, des centaines de cas ont été enregistrés. Et c'est une réalité. Plus loin dans l'émission, des photographies d'un objet, peut-être un OAN, quittant les eaux de Gulf Breeze en Floride, sont examinées. On pense que les objets sous-marins non identifiés se déplacent à travers les mers et les océans de manière à contredire toutes les lois de la physique moderne. Les chercheurs sont frappés par leur capacité à descendre à des profondeurs incroyables sans subir de dommages, à traverser la glace et à atteindre des vitesses supersoniques sous l'eau. Leurs appareils se déplacent probablement sous l'eau grâce à leur imperméabilité, tout comme ils sont imperméables aux rayons gamma du rayonnement cosmique et à tous les autres obstacles dans l'espace. Si l'on en croit les informations recueillies, nous avons affaire à une technologie hautement développée. Ils survolent ici, et à peine avez-vous le temps de vous retourner qu'ils sont déjà sous l'eau. L'eau ne représente pas un obstacle pour eux, ils passent facilement d'un milieu à un autre. À la fin de 1969, lors d'exercices réguliers près de l'Antarctique,
des marins militaires américains à bord du navire Calcaterra ont observé un objet sous-marin non identifié d'une puissance extraordinaire. Ivan Sanderson raconte dans le magazine Argosy comment, quelque part dans l'Arctique, un objet a traversé la glace et a décollé, perçant littéralement la couche de glace. Un énorme objet ressemblant à un sous-marin, mesurant au moins 30 mètres de long, a émergé à une vitesse incroyable de l'océan gelé, tranchant la glace épaisse. C'est l'un des nombreux cas similaires rapportés par des marins du monde entier. Un témoin se souvient d'un incident près de Leningrad en hiver lorsque l'OVNI a brisé la glace d'un lac. Ils font fondre la glace. Une météorite l'aurait brisé en morceaux, tandis que l'OVNI fait un trou net. Les témoins parlent également de jets d'eau sous l'OVNI lorsqu'il émerge de l'eau. Ed Walters, un résident de Gulf Breeze, a pris une photo le 7 juillet 1988 sur laquelle un OVNI s'est capturé au-dessus d'un jet d'eau en forme de tornade. Il se tenait et regardait vers le nord lorsqu'il a remarqué que l'eau s'était soudainement mise à bouillonner et à cet instant, un objet est apparu, traînant derrière lui une colonne d'eau. Cela se voit sur la photo. De tels témoignages ont amené les chercheurs à penser que les ovnis pourraient utiliser l'eau comme carburant. Certains estiment que l'eau participe au processus de fusion. Il existe de nombreux cas où, sous la partie inférieure de l'OVNI, on a vu quelque chose ressemblant à des réservoirs d'eau. Cela pourrait signifier que leurs appareils fonctionnent à l'eau. Peut-être utilisent-ils l'eau comme carburant. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup ont vu des objets planer au-dessus de l'eau, comme s'ils l'aspiraient. Cela signifie qu'ils ont besoin de s'hydrater pour continuer leur chemin. La science moderne a avancé de nombreuses hypothèses sur des moyens extraordinairement efficaces de déplacement des ovnis sous l'eau. Les chercheurs proposent différentes suppositions, allant de puissants systèmes de propulsion à des bulles anti-friction enveloppant les objets. En d'autres termes, leurs moteurs ne sont pas ceux que nous imaginons. Certains chercheurs suggèrent que les objets sous-marins non identifiés pourraient utiliser des générateurs de force magnétique pour créer un champ magnétique autour d'eux. Cela leur permet de repousser le magnétisme terrestre naturel, d'accélérer et de ralentir, de prendre de l'altitude, de descendre et même de flotter sur l'eau. Dans un environnement à haute conductivité électrique, il est possible de contrôler des paramètres tels que le freinage, le courant, la vitesse et l'ascension. Cela ouvre des possibilités pour résoudre tous les problèmes de déplacement rapide sous l'eau. Selon les experts, le système inductif aérodynamique fonctionnera de manière similaire à l'installation électromagnétique éprouvée utilisée sur les sous-marins. Au milieu des années 60, une sous-marine électromagnétique utilisant le principe de la conductivité naturelle de l'eau salée a été construite et testée à l'Université de Californie à Santa Barbara. Le premier essai réussi du moteur électromagnétique a eu lieu en 1966, lorsque l'on a démontré un nouveau sous-marin se déplaçant sous l'eau grâce à la force électromagnétique et ne possédant pas de pièces mobiles. Le principe de fonctionnement repose sur le fait que l'eau de mer a une conductivité électrique élevée. Cela permet de surmonter la résistance de l'eau selon la loi de Newton, ce qui contredit la physique élémentaire. La question est de savoir si les NPO peuvent utiliser les forces naturelles des océans pour atteindre des vitesses supersoniques. L'eau, comme il s'avère, est un excellent conducteur magnétique. Si les NPO appliquent à un processus connu sous le nom de diamagnétisme, qui est une force de répulsion faible, alors dans l'eau, cette force est considérablement amplifiée, ce qui explique leur vitesse sous-marine rapide. Un scientifique a émis l'hypothèse que les NPO peuvent se déplacer rapidement sous l'eau, évitant les dommages grâce à un principe qui agit dans une ampoule ordinaire. Dans ce cas, les NPO agissent comme le filament, et l'ampoule représente le champ protégeant l'objet de l'eau. Cela permet aux NPO de traverser l'eau sans la toucher, créant ainsi ce que l'on appelle une bulle de supercavitation autour d'eux. Ainsi, l'objet se déplace avec la bulle de vapeur d'eau. Marco Prinsenwak, enseignant à la faculté de génie mécanique de l'Université de Californie, a mené une expérience pour la chaîne Histoire, démontrant la possibilité d'atteindre des vitesses supersoniques sous l'eau. Il a noté qu'il est principalement possible d'expérimenter uniquement avec la forme de l'appareil, s'écartant des contours standards des sous-marins. Dans le cadre de l'expérience,
Prinsenwak et son équipe ont artificiellement créé des courants sous-marins utilisant de la peinture verte et des lasers puissants autour de divers objets. Si la forme du corps est aérodynamique, elle se déplace sans entrave sous l'eau, alors que la forme cubique crée une résistance puissante. La forme adaptée à la supercavitation sous-marine pourrait ressembler à la capsule de retour Soyuz ou à un autre vaisseau spatial. Cependant, les lois de la physique sous l'eau diffèrent radicalement de celles de la Terre. Pour faire avancer un navire océanique à une vitesse supersonique, il faut beaucoup plus d'énergie que ce que l'humanité peut fournir à l'heure actuelle. Par exemple, pour qu'un disque d'un diamètre d'1,5 mètre vole dans l'air à la vitesse du son, un moteur d'une puissance de 15 000 chevaux vapeur est nécessaire. Pour un appareil similaire se déplaçant sous l'eau à la même vitesse, le moteur doit produire environ 1 million de chevaux vapeur. Bien que la possibilité scientifique de développer une vitesse supersonique sous l'eau existe, la question demeure de savoir comment les ovnis ont pu résoudre cette complexe tâche technologique. Peut-être n'est-il pas donné de comprendre pleinement les nombreuses énigmes des ovnis, ce qui suscite de vives discussions et des frustrations parmi les chercheurs. L'un d'eux a remarqué « Il me semble plus facile d'envoyer un astronaute sur la Lune et même d'y établir une base, que de plonger un homme au fond de l'océan. » Il a également ajouté que si les ovnis avaient des intentions hostiles, ils auraient pu conquérir la Terre il y a 1 million d'années. Peut-être sommes-nous leur création, ou peut-être travaillons-nous pour eux. Qui sait ? Peut-être est-ce leur planète.